Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Juste avant de commencer, dans la vie, on n'est pas sûr de grand-chose, parfois. Ben là, au moins, il y a quelque chose de quoi on est sûr, le cuivre va s'arrêter, donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle, au moins, on est sûr de quelque chose. Pour échanger pendant 45 minutes autour de cette table ronde sur le thème « Où en sommes-nous » sur l'arrêt du réseau cuivre et surtout ce qui nous intéresse, quelles sont les opportunités, nous avons la chance d'avoir avec nous Julien Joly, qui est directeur marketing de Link. Julien, si tu veux venir nous rejoindre. Amine Gasmi, qui est directeur d'offre connectivité télécom chez Adista Inherent. Merci Amine. Damien Geoffrey, qui est vice-président d'Encom. Et enfin, Frédéric Montard, directeur commercial opérateur entreprise chez Orange Bruxelles. Alors, c'est juste parce qu'il n'y avait pas assez de chaises au même niveau que je suis un petit peu plus haut, mais c'est pas une volonté ni une décision de ma part. Ce que je propose, même si les choses évidentes sont un peu plus évidentes une fois qu'on les a dites, c'est de refaire un rapide tour de table pour que chacun vous puissiez vous représenter un petit peu. Julien, est-ce que je peux te demander de nous dire un petit mot, qui tu es, de nous rebrosser un petit peu le périmètre de Link. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Julien Joly, moi je suis directeur marketing chez Link. Link, nous sommes un opérateur de services télécom et donc qui adresse le segment des entreprises, plutôt les grandes entreprises et collectivités. Voilà, sur tout périmètre d'offres classiques de connectivité, de voix, de mobile. Vous êtes encore récent sur le marché. Oui, on est récent. Link a été créé fin 2016. On a signé nos premiers bons de commande en 2017. Donc effectivement, l'histoire est encore récente, même si c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Les années dans la télécom, ça compte double, triple. Mais bon, malgré tout, je pense que comparé à beaucoup d'entre vous, on est encore nouveau sur le marché. Pour un petit peu, vous n'auriez pas connu le cuivre du tout. Alors, c'est une bonne remarque parce qu'effectivement, c'était ce qu'on s'était dit au début. Moi, j'étais au début de l'histoire, on s'est dit, bon, bah, nous, on n'aura pas les mêmes problèmes que les autres parce que, comme on arrive un peu tardivement, on va vendre très peu de cuivre. Et donc, on avait déjà ces échéances en tête. On se dira, le moment venu, ce sera grosso modo le problème des petits concurrents et nous, on aura plein de fibres partout. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu et c'est peut-être une première remarque qui va amener la discussion, c'est que à l'heure où je vous parle, on a un mix technologique sur notre parc qui est à plus d'un quart de cuivre. Et jusqu'à encore récemment, on recevait beaucoup de commandes cuivre. Donc on s'était trompé dans cette perspective parce que c'est le reflet aussi du fait que pour beaucoup, les entreprises et les collectivités que nous adressons, finalement, je ne sais pas si la prise de conscience a été tardive et je ne leur jette pas la pierre, il y a plein de bonnes raisons qu'on évoquera sûrement par la suite, mais effectivement, le volume de commandes cuivre a été bien supérieur à ce qu'on imaginait. Pour les entreprises, je ne sais pas si la prise de conscience est encore bien efficace aujourd'hui, mais on va continuer à en parler. Amine, est-ce que je peux te demander, alors on va être obligé de partager un micro pour deux de chaque côté, est-ce que je peux te demander de te présenter un petit peu et de nous représenter un petit peu la société dans laquelle tu es, même si tout le monde la connaît. Donc, Amine Gasmi, je suis directeur d'offres chez Adista Group Inherent. Adista, opérateur de services hébergés, avec un catalogue d'offres qui va de la connectivité jusqu'à la cybersécurité, l'hébergement, le cloud, qu'il soit hybride, public, privé, et la Coca-Cola. Aujourd'hui, combien de personnes chez Adista juste pour resituer un petit peu, pour rebrosser un rapide périmètre. Je ne vais pas avoir le chiffre exact de la personne près, parce qu'en fait, on recrute énormément. On est autour de 140 personnes chez Adista. Merci. Damien, est-ce que je peux te demander de te représenter un petit peu, de représenter vice-président d'Encom, quel est ce que fait la société Encom? Donc Damien Geoffrey, vice-président d'Encom. On est opérateur de services numériques depuis maintenant 25 ans. Et donc on adresse le marché que du B2B, pour le coup, en opérant des services de téléphonie, d'internet, de cybersécurité, de réseau, de développement sur mesure pour le couplage avec les systèmes d'information. Donc voilà, notre métier c'est vraiment d'accompagner de bout en bout, entre j'amène le réseau jusqu'à l'opérationnel. Sur une zone géographique définie Sur l'ensemble du territoire national. Après, on a des agences réparties sur Paris, Rennes, Toulouse et Lyon, mais on intervient sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, ça représente combien de personnes? C'est 20 personnes. Là, on est en phase de recrutement assez important, parce qu'on est en train de monter normalement sur
la BU Cyber qui commence à bien prendre, on est en train de recruter aussi de ce côté-là. Donc on devrait augmenter dans les années qui viennent. Vous recrutez quel type de profil aujourd'hui? Alors à la fois des commerciaux, mais aussi des profils techniques pour justement assurer cette continuité de service, et puis des développeurs aussi pour toute la partie intermédiation, couplage, développement qu'on assure en direct pour ajouter des couches de services qui sont chères à nos clients. Frédéric, est-ce que je peux te demander, alors on ne va pas te présenter Orange bien sûr, mais ce qui nous intéresse c'est de resituer un petit peu, en dehors de toi, mais de resituer un petit peu chez Orange, un petit peu les différentes entités et sous-entités, qui va commercialiser quoi? Alors, bonsoir à tous, je représente ce soir Orange Wholesale et plus précisément Orange Wholesale France. Donc, notre activité consiste à vendre aux opérateurs que vous présentez pour la plupart dans cette salle les services d'Orange que vous-même allez revendre par la suite. Donc en aucun cas je ne représente Orange Retail, on a une séparation totale entre les deux entités et c'est pour ça qu'on a des échanges réguliers, on se connaît pour beaucoup d'entre vous, sur des projets pour lesquels potentiellement vous êtes en concurrence avec Orange Business, la plupart du temps bien sûr. Ce sont deux chantiers différents, l'arrêt du cuivre et l'installation de la fibre. C'est pas un seul chantier pour toi. Tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça que Juliette est intervenue juste avant, et d'ailleurs je la remercie, et pour avoir suivi beaucoup de présentations sur l'arrêt du cuivre, je trouve que les slides qui seront diffusés sont très synthétiques et à mon avis très utiles, parce que c'est un sujet compliqué, on l'a vu dans les quelques questions, même Laurent tout à l'heure tu t'es trompé, tu as dit que l'arrêt commercial était au 1er janvier 2024 alors que c'est début 2026, voilà, donc c'est compliqué pour tout le monde, même pour nous, et là on a une base intéressante, synthétique, que je pense tout le monde peut utiliser. Donc nous, et aujourd'hui je représente l'opérateur commercial en quelque sorte, celui qui va vous aider à mettre en œuvre cette transition du cuivre vers la fibre sur la base de projets sur lesquels on est amené à échanger ensemble pour faire en sorte que ça se passe pour le mieux pour vous et pour vos clients finaux, puisque si on attend le dernier moment, je discutais tout à l'heure avec l'un d'entre vous d'une problématique très pratique, d'ascensoristes qui attendent le dernier moment. Bon, dans ces cas-là, on risque d'avoir des soucis si on n'arrive pas à enclencher la dynamique de passage à la fibre avant les échéances que Juliette a présentées. Voilà, donc deux sujets bien séparés, les deux passionnants et les deux relativement complexes. Alors dans un cas on vend, dans un cas on ne vend pas, mais est-ce que c'est pas trop compliqué d'aller chez des clients en leur disant là maintenant j'arrête de travailler avec vous, ou je peux continuer à travailler avec vous, ou il faut que je continue à travailler avec vous? Comment ça se passe un petit peu cette répartition, puisque chez beaucoup de clients avec le cuivre, c'était vous? Alors, donc là tu parles de nos clients opérateurs ou des clients entreprises? Je parlais un petit peu des deux. Un peu des deux, ok. Alors, moi, déjà, par rapport aux opérateurs que vous représentez, je pense qu'il y a deux catégories qu'on a pu constater sur ce sujet-là. Il y a ceux qui font de la vente directe et ceux qui font de la vente indirecte. Et vraiment, l'avancée sur la problématique de la fermeture du cuivre n'est pas la même. Ceux qui travaillent en vente directe ont plus l'attitude à mettre en place des programmes et une action proactive sur la base notamment des équipes commerciales. Ceux qui sont sur la vente indirecte ont plus de mal parce que les partenaires ont entre guillemets autre chose à faire. Enfin, c'est un peu les retours que j'ai, ils ont autre chose à faire, c'est pas prioritaire, ils font plus de la chasse de nouveaux accès et travailler sur une base en place qui rapporte de l'argent et pour lequel les clients sont engagés, c'est pour l'instant vécu comme une, je ne vais pas dire une perte de temps, mais en tout cas pas une priorité. Donc il y a deux catégories différentes d'opérateurs, mais dans les in fine, tout le monde est assujetti au planning qui a été évoqué. Donc, certes, il y a deux problématiques différentes, mais le timing est le même pour tous. Donc, il faut qu'on arrive avec des leviers différents à mettre tout le monde en marche dans le cadre de projets qui sont différents dans les deux cas, à faire en sorte qu'il y ait cette dynamique de transition sans attendre l'échéance, parce qu'à l'échéance sur une plaque donnée, imaginez la somme d'actions techniques qu'il va falloir mettre en œuvre, les saturations des équipes techniques qu'il va y avoir, et si on n'a pas anticipé, pour sûr, ça va créer de la tension pour nous, pour vous, pour les clients finaux. Julien, tu me disais, le cuivre, c'est pas mon histoire, et pourtant tu t'es créé une dette cuivre, et pourtant tu continues à vendre du cuivre.
Alors, oui, on continue à me le demander et j'arrive pas à dire non. C'est effectivement un sujet qui est quand même de la responsabilité aussi des opérateurs. La dernière fois qu'on a eu ce genre de discussion avec les clients, on était beaucoup, comme je l'évoquais tout à l'heure, à leur dire vous êtes irresponsables à continuer à commander du cuivre. Et on dit c'est facile à dire en tant qu'opérateur, mais il y a quand même des difficultés côté client. Alors évidemment, il y a des sujets d'éligibilité sur la fibre, mais il y a aussi des contraintes métiers qui font que pour eux, la transformation, elle n'est pas évidente. Et il faut que nous, opérateurs, on soit aussi dans la compréhension de ça, qu'on sache les accompagner. Donc effectivement, on continue à vendre du cuivre et on fait tout pour limiter ça au maximum. On voit que quand même les ventes diminuent, qu'il y a quand même des actions qui sont menées, mais c'est pas encore assez, pas assez vite. Et je crois qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Moi, je pense en particulier aux collectivités qui nous disent mais attendez, c'est pas si simple, on a des parcs cuivre qu'on maîtrise pas forcément bien. Vous arrivez un peu en donneur de leçons en nous disant il y a qu'un faucon, mais aidez-nous aussi à comprendre les usages, à analyser nos parcs plus finement. Et je pense qu'il y a des choses à faire qu'on ne fait peut-être pas encore assez côté opérateur. Oui, je suis plutôt... Damien, de ton côté, est-ce que tu crois que la prise de conscience des entreprises aujourd'hui, elle est faite? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai manque d'information de manière globale auprès des entreprises, et en particulier sur les technologies qu'on va déployer. Donc là où ils avaient l'habitude d'avoir de la SDSL avec une GTR, un débit garanti, etc., il y en a plein qui n'ont pas fait le chemin que la fibre, avec tout ce que ça cache derrière, quand on dit le mot fibre, en fait, dans la tête de tout le monde, le mot fibre, c'est juste la FTTH, où il n'y a pas de débit garanti et des GTR limités, suivant les offres. Hein. Mais du coup, ils n'ont pas fait encore ce parcours-là. Et donc, il peut y avoir, comme tu le dis, un besoin de comprendre les usages et la technologie adaptée à l'usage que eux ont. Donc ça, on a effectivement un rôle à jouer tous, hein, que ce soit intégrateur, opérateur, le CBRT aussi, dans la communication vers le monde de l'entreprise. Il y a besoin de communiquer plus largement là-dessus, parce qu'il y a un manque de prise de conscience, à la fois sur la technologie à mettre en œuvre, et puis sur les contraintes en matière de cybersécurité, de réseau, parce qu'il y a des plus gros débits, donc il faut des réseaux qui puissent les encaisser, il faut manager tout ça, il faut mettre de la sécurité, il faut mettre des services, et ça, ils n'ont pas encore bien appréhendé. Manque d'information, on a l'impression que les entreprises ne sont pas encore vraiment au courant. Est-ce que tu penses, par exemple, que les pouvoirs publics n'ont pas pris la dimension de ce problème et ne communiquent pas assez sur ce sujet? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai manque de communication à grande échelle. Alors, localement, on arrive à faire des actions, on intervient notamment avec des chambres de commerce, localement pour vraiment faire prendre conscience ou avec des mairies, mais globalement, on ne voit pas de la part des pouvoirs publics, en tout cas, des grosses actions de communication nationales, avec des campagnes télé ou autres, des choses comme ça. Je pense qu'il y a un vrai manque, et notamment sur l'impact que ça a, les usages et toutes les notions de responsabilité et de garantie de rétablissement qui ne sont vraiment pas perçues par tout le monde. Amine, lorsqu'on a préparé, tu me disais, c'est pas la priorité des clients que je rencontre. C'est pas du tout, ils sont pas dans ce mode. Ouais. Aujourd'hui, chez Elistor, on adresse principalement des ETI et grandes structures. Et pour un chef d'entreprise, et on a un certain nombre ici dans la salle, la priorité, c'est la création de valeur. C'est la fidélisation des clients, c'est la conquête de nouveaux marchés. Donc, changer un tuyau par un autre, remplacer un cuivre par la fibre, pour un usage identique, n'est absolument pas une priorité. La priorité, en termes d'usage numérique, c'est la transformation totale de la société. C'est la transformation totale numérique. Et ça, en fait, il y a des enjeux, il y a des vrais enjeux RH, sur le recrutement, sur l'organisation. En fait, il y a des enjeux majeurs. Donc les DSI sont impliqués dans la transformation digitale. Ils finiront forcément par arriver en fait, à la migration cuivre vers la fibre. Mais aujourd'hui, ce que nous on constate, c'est que ce n'est pas une priorité. Pour revenir à ce que dit Julien, en fait, on le constate aussi énormément chez les clients qui ont des marchés à renouvellement. Donc les clients qui ont des marchés à renouvellement, ils ne s'engagent pas tout de suite en fait, dans les opérations de migration. Ils attendent souvent, par exemple, en fait, la fin des marchés pour profiter du renouvellement de marché pour engager les migrations. Et je rejoins aussi Julien sur le fait qu'il y a énormément d'organisations qui ont des problèmes d'inventaire. Ils ont commandé des lignes digitales analogiques pendant des années, des années. On a un doute hein, sur la réelle utilité de toutes ces lignes-là. Peut-être que certaines ne servent absolument à rien. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet aussi d'inventaire, d'usage, de modernisation de l'infra, en fait, et de repenser en fait toute l'infra.
c'est la transition globale, la transition digitale globale. En fait, on se coule cocotier en arrêtant la fibre, mais ça pousse les entreprises à faire une transition plus large. Je ne dirais pas exactement ça, au risque de choquer certains. En fait, parfois, on a la fâcheuse tendance d'imaginer que la migration cuivre vers la fibre, c'est la baguette magique qui va accélérer la transformation digitale. Dans les faits, sur le terrain, c'est pas vrai. Les entreprises qui ont des besoins, qui ont des usages, ont déjà migré. Ils en ont besoin, ils ont migré. Mais celles qui ne migrent pas encore, c'est peut-être des entreprises qui n'en voient pas l'utilité, ou peut-être des entreprises qui ne sont pas encore éligibles à la fibre. Frédéric, on a pourtant l'impression, pour rebondir un petit peu sur ce que dit Amine, que les entreprises attendent quand même le dernier moment. Ils disent midi moins le quart avant la coupure, on va passer à la fibre. Alors, juste pour rebondir justement sur un point par rapport au marché public, c'est intéressant parce que la plupart du temps, les marchés publics sont sur 3 ans. Si vous comptez bien par rapport à l'échéance de commercialisation du cuivre, il faut faire attention à ça, parce que 3 ans, si vous signez un marché demain, la fin du marché va poser problème pour les derniers Gaulois qui voudront du cuivre dans 2 ans et demi. Donc là, il y a un sujet de vigilance pour tout le monde quand on répond à un marché public. Ce qui n'est pas simple, évidemment, puisque dès qu'on met des réserves sur un marché public, vous savez mieux que moi ce que ça implique. Et ensuite, j'ai zappé. C'était le fait que la plupart des entreprises attendent la dernière minute. Amine a bien résumé la situation. Je pense que effectivement ceux qui veulent y aller, ils vont déjà où ils sont déjà allés. Maintenant, pour les autres, charge à nous aussi de les accompagner pour que ce soit le plus transparent possible, parce qu'on peut très bien les basculer en fibre avec exactement les mêmes services sans que ça aille plus loin. Parce que le souhait de tout le monde ici, c'est de rajouter des services, de digitaliser un maximum, mais déjà dans un premier temps, on peut leur mettre le socle fibre avec la plus grande transparence possible versus le service qu'ils ont actuellement. Et donc on a un rôle là-dessus pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible, que l'installation se passe le mieux possible, que les éventuels travaux au sein de leurs locaux soient les moins impactants possibles. C'est là-dessus aussi qu'on va travailler pour que les personnes dont ce n'est pas la priorité se disent bon, allez-y, moi je fais autre chose pendant ce temps-là, mais faites ce que vous avez à faire pour que je ne sois pas ennuyé dans quelques temps. Damien, il y a aussi une grande disparité géographique. Alors oui, sur la fibre, il y a effectivement, alors vu qu'on est réparti sur un petit peu partout sur le territoire, comme beaucoup d'entre nous, on voit bien qu'il y a une grande différence typiquement entre le fin fond de la Bretagne et Paris intramuros. Donc on a une grosse partie de clients qui ne sont pas encore éligibles. Il y en a qui sont dits éligibles, mais au final, quand le technicien va sur place, ils ne sont pas éligibles. Il y en a d'autres pour lesquels le code ARCEP du bâtiment ne correspond pas à celui du délégataire de service public et qui n'a pas été transmis. Donc on a des écarts d'éligibilité. Donc oui, il y a une grande disparité. Et puis même, il y a une disparité dans la typologie des entreprises. C'est-à-dire que la différence entre une entreprise petite taille ou moyenne taille qui a de la VDSL, qui n'a pas un usage SaaS transcendant, où ça lui va très bien, n'a pas forcément envie de repayer des frais de construction de ligne, plus un abonnement fibre qui va lui coûter plus cher que sa VDSL, et qui en plus, quand il va y avoir vraiment l'arrêt complet du RTC, il va devoir penser à sa ligne d'alarme, à son ascenseur, à son téléphone d'urgence, etc. Donc, à la fois quand on les informe, ça aide, mais ça a aussi parfois l'effet inverse, suivant la typologie de client, ça leur fait peur en voyant finalement l'ampleur du chantier qu'il va y avoir derrière, parce qu'il y a toute une succession, il n'y a pas que l'accès Internet, il y a toute une succession de services qu'il va falloir manager, et donc tu as raison, il faut les accompagner vraiment dans ce chantier-là, parce que la conduite de changement, que ce soit pour former des gens ou de la technique, c'est anxiogène, donc il faut qu'on arrive à les aider là-dessus et leur donner le plus de recul possible. Julien, la fibre, il y a d'autres alternatives possibles? Oui, il y a d'autres alternatives. Un mot quand même sur ce que tu disais, c'est que là aussi dans les prévisions qu'on faisait, on imaginait quand même que la transformation vers la fibre, parce que derrière la fibre, il y a plusieurs technos qui s'entendent bien sûr entre le FTTH et la fibre dédiée. On s'imaginait quand même que les clients en SDSL iraient plus vers la fibre dédiée que ce qu'on constate aujourd'hui. Donc évidemment, il y a une équation économique, mais pour autant, les garanties qui sont celles auxquelles ils étaient habitués historiquement sur le SDSL, de débit garantie, de GTR, etc., on pensait que c'était
précieux pour les entreprises au point d'aller vers la fibre dédiée. La réalité, là aussi on s'est trompé, écoutez, ça arrive, c'est qu'il y a beaucoup plus de FTTH qui est choisi en alternative au SDSL que de fibre dédiée. Et je pense qu'il y a plein d'explications à ça. Il y a évidemment l'explication économique, mais je pense qu'aussi toutes les solutions qui ont pris un essor considérable ces derniers temps, ces dernières années, au top de la connectivité, je pense au SD-WAN par exemple, ont permis aux entreprises de se dire finalement, je ne vais pas tout miser sur un lien sur lequel je mets la garantie de service, etc. Je vais multiplier des liens un peu moins chers. Et donc en fait, le SDSL, il a migré beaucoup plus que ce qu'on imaginait vers le FTTH. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet quand même pour les entreprises dans le temps, quoi. Parce que là, il y a un coût économique qui est réalisé, et c'est une belle opération pour eux. Et je ne sais pas si dans le temps, c'est vraiment viable de miser sur ce... Pardon, j'ai pas répondu à ta question, mais je voulais... Non, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Justement, pour continuer, Damien, on a beaucoup parlé quand on a préparé de FTTO, FTTH, et nous disait, les entreprises, elles ne font pas la différence. Alors, elles ne font pas la différence, et puis, comme tu le dis, c'est que quand elles voient la différence économique et finalement l'émergence des solutions de backup et l'émergence des solutions managées ont fait qu'ils disent bon, je vais mettre une FTTH et puis un backup, de toute manière je serai prévenu, le backup me coûte finalement 3 fois moins cher que la FTTO et ça ira bien. Et dans les faits, les FTTH sont plutôt stables. Donc il y a cette prise de conscience, mais comme je le disais tout à l'heure, et tu l'as dit d'ailleurs, toutes les entreprises qui ont vraiment besoin, elles ne font pas trop le calcul, elles vont sur de la FTTO, et quand on est un chef d'entreprise et qu'on regarde le délai de coupure rapporté à l'immobilisation du personnel, de la perte de chiffre d'affaires, etc., le delta coût entre la FTTH et la FTTO, finalement, pour ceux qui font l'exercice, ils se disent, on prend la FTTO. Par contre, le segment de la TPE-PME, ils ne sont pas dans ce raisonnement économique dessus, et l'émergence des solutions de backup qui sont mises en œuvre, que ce soit de la 4G ou autre, sont devenues tellement accessibles, au final, qu'ils ne vont pas sur des services à garantie. Et on ne leur explique pas non plus assez la différence justement entre la technologie FTTO et la FTTH. Donc il y a encore aussi là, un rôle à jouer d'information. Julien, je reviens à ma question. Il y a des alternatives, donc 4G, satellite, je ne sais pas quoi d'autre, mais il y a des alternatives. Est-ce que les clients viennent vers toi en y pensant, ou est-ce que c'est toi qui leur proposes des choses dans certains cas? Alors, encore une fois, quand on dit les entreprises, les clients, tout dépend aussi des segments qu'on adresse. Moi, je peux parler des entreprises avec lesquelles on interagit, qui sont quand même des grandes entreprises, des grandes collectivités, donc c'est des DSI, c'est des gens qui sont au fait quand même de ces sujets, des technologies, et donc effectivement, là, c'est plutôt eux qui viennent vers nous en nous réclamant certaines technologies, celles que tu as évoquées, donc évidemment la 4G, de plus en plus le satellite, avec l'essor des solutions à orbite basse, ça c'est clair que les entreprises sont très demandeuses parce que la fibre n'est pas encore partout et parce que ces solutions elles fonctionnent bien. Donc c'est des choses qui sont effectivement demandées de plus en plus et qui répondent en partie aux besoins, pas forcément toujours, parce que collecter le trafic, etc., sans rentrer dans les détails techniques, c'est pas toujours simple sur ces solutions-là. Mais en tout cas, effectivement, c'est de plus en plus plébiscité. Vous proposez des offres satellites déjà à certains clients? Non, pas de satellite. Qui propose des offres satellites? C'est la parole à vos collègues. Non. Alors je vais faire une petite aparté. Dans la salle, Après, tu répondras à ma question quand même. Oui, bien sûr. D'accord. Dans la salle, on a un champion du satellite, mais je ne dirai pas qui c'est. Maintenant, tu es obligé quand même. Chez Distor, en fait, on vend du satellite, on vend des solutions géo, donc sur des satellites géostationnaires, et on vend aussi sur des satellites DEO, donc des orbites basses avec des solutions du type OpenWeb. Juste pour revenir en fait à ta précédente question pour Julien, dans l'approche, ce que nous on constate en fait avec nos clients ou nos prospects, effectivement on a deux approches. Soit on a des DSI qui s'adressent à nous une fois qu'ils ont analysé leurs besoins, qu'ils ont identifié, enfin qu'ils ont projeté leurs besoins d'usage en termes techniques. Donc ils viennent nous voir en disant je veux une FTTO, je veux une FTTH, je veux du SD-WAN, je veux de la cybersécurité, je veux du Fortinet, du Meraki, etc., etc. Souvent en fait c'est que on est un peu commercialement en retard et qu'on n'est pas dans une relation de confiance en fait avec le prospect ou avec le client. Nous on privilégie avoir une approche un peu différente, être vraiment en amont du projet et travailler en fait avec le DSI sur un projet à long terme. Et c'est plus efficace et c'est plus pertinent. Et dans ce cas-là, en fait, on a les mains
libre, on conseille aussi sur l'architecture et on construit en fait l'architecture avec le client. Là, j'ai en tête en fait l'exemple d'une société dans le retail. Je dirais non. Pour en fait anticiper les sujets de migration, de fin, de cuir, d'arrêt de cuir, en fait, on leur a déployé une solution de SD-WAN. SD-WAN, par nature, agrège des liens de différentes technologies. Donc pour eux, la coupure, l'arrêt du cuivre sera complètement transparent. Et là, on raisonne quand même par rapport à une société qui a un DSI, qui a déjà des compétences assez importantes en informatique pour déployer du SD-WAN. C'est merveilleux, mais il faut déjà quand même avoir un minimum de compétences, au moins pour la compréhension en interne. Ouais. C'est totalement vrai. Pour citer le DSI de la même société, et je crois en fait que c'est l'enjeu majeur aujourd'hui des DSI en France, c'est de transformer la DSI pour transformer la société. Aujourd'hui, en fait, ce directeur m'explique qu'il a une équipe de 15 personnes et que son équipe passe une grosse majorité de son temps à administrer le LAN, le WAN, à ouvrir des tickets, à traiter des problèmes de cybersécurité et qu'à aucun moment ils sont impliqués dans la création de valeur. Son objectif, c'est de transformer la DSI d'un centre de coût en un centre de profit. Et comment il veut faire ça? C'est externaliser tout ce qu'il peut externaliser chez un tiers de confiance, sur des plateformes. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont complètement convergées, du SVLAN, du SD-WAN, de la cybersécurité, du nomadisme, jusqu'à de la sécurité dans le cloud, etc. Le fait d'externaliser tout ça, en fait, il va impliquer toute son équipe dans des sujets qui créent de la valeur directement. Aller vers le cloud, hein, le move to cloud global, mais ça sous-entend quand même, de mon point de vue, aller vers le cloud, avoir des compétences, conserver des compétences en interne. C'est pas parce qu'on transfère un certain nombre de données, un certain nombre d'applicatifs, un certain nombre de fonctionnements dans le cloud qu'on doit s'abstenir d'avoir les compétences pour comprendre et pouvoir bien acheter. Le sujet de compétences est le sujet le plus complexe aujourd'hui chez les DSI. Il y a un vrai sujet de recrutement de ressources qualifiées. Certains ont le choix et la possibilité de maintenir en fait des ressources en interne. C'est pas le cas chez tout le monde. Frédéric, on parle beaucoup de la fibre, mais est-ce que c'est une réelle opportunité aujourd'hui pour développer du business pour les opérateurs de services, pour les gens qui font des télécoms et des réseaux? Je pense que tout ce qui a été dit par rapport aux complexités du passage à la fibre, de réticence des clients, est totalement vrai. Ceci étant, tous les opérateurs n'agissent pas de la même manière, n'ont pas tous la même efficacité commerciale, et donc ce qui est sûr, c'est qu'on peut regarder sa base cuivre et se dire, bon, je vais la migrer un petit peu plus tard, selon les desiderata du client, mais pendant ce temps-là, le copain qui est au fond de la salle, il est lui aussi en train de reluquer la base cuivre. Celui qui vend les satellites? Non, pas particulièrement. Mais donc d'autres opérateurs regardent aussi tous les clients. Et donc, en gros, si on n'agit pas de manière efficace, on risque de se faire prendre des clients par la concurrence. Alors c'est pas simple, mais moi je constate, j'ai la chance de voir un petit peu tout ce qui se passe, je constate quand même des écarts d'efficacité entre les opérateurs. Et donc, en étant peu actif, en se disant on verra plus tard, on risque de perdre des parts de marché. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, je pense, dans la salle. Alors, ceci étant, on peut encore vendre du cuivre, hein, c'est vrai, ça se vend encore bien, ça fonctionne encore bien, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, il est clair qu'à un moment, le timing proposé par Juliette va s'appliquer. Et donc, ceux qui auront pris de l'avance auront plus de parts de marché que les autres. Ouais, j'ai juste une petite anecdote. En fait, chez Adista, vraiment, on freine presque, on interdit la vente de la cuivre. Mais il y a 2 jours, j'étais sollicité pour Le Tanner au centre commercial Vélizy 2. Et malheureusement, en fait, il n'y avait pas d'autre solution que du cuivre. On est aussi confronté à des problématiques terrain, à des entreprises qui ont besoin, en fait, qui ont un vrai sujet d'activité. Et parfois, effectivement, malheureusement, on est obligé. Après, on est conscient qu'il faut absolument tous, en fait, on communique avec nos clients. Et l'arrêt du cuivre est vraiment, en fait, au-delà d'être une opportunité pour tous, en fait, c'est vraiment un prétexte majeur pour aller rediscuter avec nos clients, modernisation du réseau d'entreprise, modernisation du système d'information. Damien, Juste peut-être un dernier point, parce que je pense que
Les cas difficiles, et tu cites les centres commerciaux, je pense qu'on a tous vécu des problématiques dans les centres commerciaux, c'est toujours très difficile. On a encore du temps pour se mettre en ordre de bataille sur les cas les plus difficiles comme les centres commerciaux. Ça n'empêche qu'il y a quand même toute une frange de clients sur lesquels il n'y a pas toutes ces problématiques-là et sur lesquels il faut agir, à mon avis, rapidement. Damien, dans ce que tu disais, à un moment donné, j'ai cru comprendre que pour toi, le lien, c'est pas ce qui crée la valeur, mais c'est ce qui permet de mettre le pied dans la porte. Bah, c'est un petit peu tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que au niveau de la fibre, alors c'est effectivement une opportunité pour reprendre le lien avec les clients, leur montrer aussi ce qui s'est passé entre le moment où on leur a livré du lien cuivre et maintenant, parce qu'il y a eu l'émergence des services managés, de la cyber, de l'externalisation des réseaux, le SD-WAN, tous ces sujets-là, c'est des sujets qui passent un petit peu sous les radars et puis qui n'étaient pas forcément nécessaires à l'époque et qui maintenant, avec l'émergence du SaaS, avec les changements d'activité, permettent pour le coup de revenir sur ces sujets-là. Et finalement, le lien fibre, pour la plupart du temps, enfin fibre ou autre chose, n'est que le transport de la valeur qui est à travers les nouvelles solutions, que ce soit réseau, logiciel et même métier, parce que les métiers ont quand même vachement changé avec l'émergence du télétravail, la restructuration des entreprises, etc. Donc c'est effectivement un bon moyen de reprendre le lien, mais ce n'est pas lui qui va véritablement faire la transformation numérique de l'entreprise. C'est un moyen, mais ce n'est pas l'acteur majeur. Julien, dans les services, les opportunités, tu disais par rapport aux collectivités locales ou territoriales, le recensement, le simple recensement des lignes analogiques, c'est déjà un gros boulot. Bah, c'est ce qui nous remonte, hein, c'est qu'effectivement, c'est des parcs qui ne sont pas forcément maîtrisés, qui sont répartis sur X sites, il y a des historiques, voilà, les équipes ont changé, mais les technologies, les liens sont restés, et effectivement, aujourd'hui, ils ont beau être conscients, pour ceux qui sont conscients, ils disent ok, je sais qu'il faut changer, mais c'est pas si simple, et puis bon, bah voilà, il y a une urgence, comme l'expliquait Amine, il y a tant d'autres sujets sur lesquels on est mobilisé que bon, bah voilà, on va commander du cuivre, on verra plus tard, quoi. On repousse à plus tard. Et c'est délicat parce que quel est le rôle de chacun là-dedans? C'est vrai que nous on arrive en disant, bah, regardez, on a la plus belle fibre du monde, prenez là, mais le lien entre comprendre ce dont ils ont besoin et il faut basculer la fibre, il y a besoin d'un peu de lien et c'est pas toujours répondu dans le savoir-faire des uns et des autres, quoi. Il y a des rôles d'audit qu'on doit aussi. Absolument, quoi. Et alors justement, par exemple, Damien, lorsque tu es dans des contextes où il y a des systèmes avec des ascenseurs, avec des fax dans les pharmacies qui sont encore en mode totalement cuivre et fax, qu'est-ce que tu leur proposes? Alors pour les pharmacies et les notaires, c'est même un cas un peu particulier parce qu'ils ont même l'obligation de transmettre à travers du fax ou à travers des boîtes mail sécurisées et spécifiques, mais pour lesquelles beaucoup n'ont pas encore souscrit. Mais typiquement, entre un hôpital et une officine, il faut transmettre par fax ou par une voie sécurisée spécifique, mais qui n'ont pas encore tous déployé. Donc, on peut mettre des passerelles de conversion, qui ont des passerelles XS, qui vont pouvoir assurer la médiation, mais c'est pareil, une passerelle XS, elle a besoin de courant, donc il faut l'onduler pour être sûr qu'il y a la continuité de service. Idem pour les ascenseurs. Alors, les sociétés d'ascenseurs travaillent maintenant beaucoup sur des systèmes avec de la 4G, des systèmes relais par étage. Donc ça commence à émerger, mais ça a mis du temps aussi, hein, c'est arrivé que récemment. Et les commissions de sécurité, moi j'ai encore participé il n'y a pas longtemps avec une commission de sécurité en Ille-et-Vilaine, eux-mêmes ne savent pas encore vraiment la règle arrêtée pour dire bon ben là vous avez un téléphone d'appel d'urgence, il doit tenir tant d'heures, etc. Donc on commence à voir émerger des solutions technologiques, notamment pour les appels d'urgence sur la base de GSM avec de la batterie. Mais c'est pareil, ça a mis du temps à arriver. Moi je m'attendais, dès qu'on avait annoncé qu'il y aurait des solutions techniques très rapidement, et au final ça a mis un temps assez important. Et beaucoup de mairies aujourd'hui, ils ont des ascenseurs, ils ont des numéros d'appel d'urgence, etc. Et quand on commence à mettre les mains dedans, à leur montrer ce qu'on va faire, etc., ben, ils ont, alors soit effectivement ils ont un effet de retrait, ils disent voilà, on verra un peu plus tard, là ça peut être urgent. Certains nous demandent des audits en disant bon ben écoutez, ok, mais alors faites le tour pour nous, parce que de toute façon on n'arrivera pas à savoir, donc faites le tour et proposez-nous des solutions. Et puis il y en a qui sont un peu entre les deux en disant bah, si je fais un audit, il va falloir que je demande du budget que j'ai pas, etc., etc. Donc c'est pas un sujet simple. Mais encore une fois, je pense que notre rôle à nous, c'est d'informer et de prendre les devants, justement, pour ne pas arriver
au bord du précipice au moment où, de toute manière, quoi qu'il arrive, ça va couper. Donc le fait de se renseigner sur les boîtes certifiées, hébergement de données de santé, le fax to mail, etc., c'est à nous de montrer que les solutions existent et de leur montrer que finalement cette transition n'est pas si douloureuse à partir du moment où elle est bien faite, qu'il y a un chef de projet qui a une analyse et qu'il y a un projet structurant. Et c'est à nous de montrer tout ça. Amine, tu me disais que dans le cas de l'industrie, même la répartition voix, data, ça posait des problèmes qui n'existaient pas en fait. Alors je rejoins totalement Damien. Les cas que je déteste le plus traiter, c'est les cas de lignes analogiques sur les systèmes de sécurité, sur ces systèmes d'ascenseurs. Je suis vraiment allergique à ça parce qu'il y a un vrai risque de sécurité derrière. Nous, on porte la responsabilité derrière. Ouais. Du coup, je me souviens plus de la question. Des cas complexes éventuellement dans l'industrie, entre la répartition voix et data. Alors, en fait, les cas complexes qu'on croise, c'est les cas de lignes analogiques utilisées pour des systèmes de sécurité. C'est des cas avec des organisations assez importantes, assez massives, avec des lignes analogiques qui arrivent dans les bureaux de toutes les assistantes. Et le troisième cas, en fait, c'est l'industrie. Dans l'industrie, pareil, il y a beaucoup de lignes analogiques, il y a des postes téléphoniques endurcis dans des environnements industriels très spécifiques, et ça fonctionne, ça a toujours fonctionné comme ça, et dans beaucoup d'entreprises industrielles, c'est complètement dissocié de la partie LAN, data et voix. Donc même, en fait, il faut vraiment aller creuser pour aller chercher l'information et pour la lier, en fait, à la fermeture des réseaux cuivres, parce que c'est pas instinctif, c'est pas inné, c'est pas immédiat en fait chez ce type de société. L'hôtellerie aussi. L'hôtellerie, en fait, souvent on a un grand hôtel, je sais pas, 6-7 étages, toutes les chambres, il n'y a que de la distribution de cuivre à l'intérieur. C'est impossible de recabler tout en RJ45. Donc il y a des hôtels qui disent bon, on passe tout en DECT, sauf qu'ils se font piquer les combinés. Soit on met les fameuses passerelles FXS, où on va remplacer les sous-répartitions historiques analogiques par des équipements où on va tirer avec un câble RJ45 par étage et non pas X. Donc il y a des solutions, mais encore une fois, il faut bien l'analyser. On pourrait aussi essayer le Wi-Fi. Alors la VO Wi-Fi dans les chambres, ça marche pas encore super bien, et puis ça reste un combiné finalement qu'on peut piquer. Donc voilà. Frédéric, il y a une petite chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va chez un client pour lui proposer de l'accès, souvent il va garder le même accès pendant X années, il ne va pas rechanger tous les jours. Donc c'est vraiment une opportunité temporelle importante qui ne se représentera peut-être jamais pour la plupart des opérateurs aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On a des offres avec des engagements variables selon les technologies, selon les cas. Maintenant, les clients ne regardent pas ces engagements, ils regardent si le service leur convient, si le tarif leur convient et s'ils peuvent faire tout ce qu'ils ont à faire. Donc c'est vrai que là, il y a une opportunité pour tout le monde, pour tous les acteurs de la place, Orange y compris, bien sûr, puisque toutes les cartes vont être rebattues dans les années qui viennent. Ça a déjà commencé et ça va continuer dans les 5-6 ans à venir. Et donc il y a une opportunité pour tous. Et encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais il faut pas se louper parce que c'est vrai que c'est maintenant que ça joue sur les clients des autres et puis ses propres clients. Et ce qui est pris maintenant le sera certainement et fera le chiffre d'affaires de tout le monde pour de nombreuses années. Sans parler de durée moyenne de vie d'un accès, mais c'est effectivement bien au-delà de l'engagement contractuel associé. C'est aussi aller chercher des clients chassés, faire de la prospection, mais aussi garder l'existant, pérenniser un peu l'existant. C'est un difficile équilibre entre les deux, particulièrement pour vous. Il faut protéger sa base en sachant qu'elle va être chassée par le voisin. Donc ça, c'est vrai pour tous les opérateurs, y compris pour Orange Business. Ils gèrent leur histoire de leur côté, mais c'est la même histoire pour tous les opérateurs. Réussir à migrer sa base sur la fibre et tant qu'à faire, en profiter pour aller récupérer quelques accès des copains. Le temps passe vite, on est déjà à 40 minutes, on avait 45 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour avec une conclusion pour chacun.
Julien, je te demande de commencer. Quel conseil tu donnerais, toi, aujourd'hui, au monde des télécoms? Écoutez, moi, le conseil, c'est qu'on a beaucoup parlé de comment on anticipe les choses, comment on accompagne les clients, comment on les prévient, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites, j'y reviens pas. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est comment on va réagir le jour où les clients vont être coupés. Parce que je pense que ça va arriver. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais on aura pu faire tout le travail qu'on est en train de faire encore ce soir. Je pense qu'il va y avoir, et je le dis vraiment sans cynisme, mais il va y avoir aussi des opportunités en réalité. C'est qu'il y a des clients qui vont se retrouver coupés, il va falloir trouver des solutions assez rapidement. Je sais que nous, on travaille par exemple sur des équipements 4G avec des ports analogiques, avec des batteries pour gérer la résilience électrique. Aujourd'hui, si je vais me proposer à un client, il va me dire votre truc c'est un peu cher et tout. Le jour où il va être coupé et qu'il va falloir rétablir le service dans l'urgence, la discussion sera peut-être pas la même en réalité. Donc je pense qu'il y a aussi ça sur lequel il faut réfléchir, c'est que quand il y aura des drames, alors je mesure le propos bien sûr, mais quand il y aura des situations sur lesquelles les entreprises devront rapidement rétablir du service, il faudra aussi que nous, acteurs des telcos, on ait des solutions à leur proposer. L'iceberg est droit devant. Amine, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les opportunités qui te semblent importantes pour toi, notamment au regard des DSI, DSI? Alors, je vais prendre un peu de temps pour répondre, et je répondrai en deux temps. Quand on regarde aujourd'hui le marché du fixe en France, il est quasi flat depuis 2 ans, en valeur. En volume, c'est un peu la même chose, une faible croissance de 1%. Donc, au final, il n'y a pas une augmentation de la part du gâteau. Il n'y a pas une augmentation de la part du gâteau. En fait, c'est la même part du gâteau. L'opportunité aujourd'hui, c'est que les cartes vont être rebattues. Et Frédéric a totalement raison, cette opportunité, elle ne va pas se rejouer encore une fois. Peut-être qu'on en parlera à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc il faut vraiment saisir l'occasion et aller en fait aujourd'hui chercher en fait soit à fidéliser ses clients. Et si on fidélise ses clients aujourd'hui sans faire du cross-sell, c'est pas toujours une opportunité. Parce que parfois en fait on va fidéliser, on va migrer en perdant de la valeur sur le revenu si on ne fait pas du cross-sell. Alors sur ces clients, oui, c'est une opportunité si on fait du cross-sell. On accompagne les clients sur autre chose. Après, absolument, effectivement, je suis d'accord avec tout le monde, il faut accompagner en fait toutes les entreprises. Ça a l'air simple parfois, mais je pense que c'est un peu plus compliqué que tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Damien, un peu sous forme de conclusion, on n'est pas en train de créer quelque chose de très anxiogène pour les entreprises? Alors, oui, alors tous les changements sont anxiogènes, et en particulier quand ça touche à la continuité de service et à la productivité. Il y a effectivement, Laurent le disait pendant l'introduction, des gens qui s'amusent aussi à jouer sur cette peur en faisant des annonces très très fortes, en envoyant des courriers dans un mois, de toute façon, dans un mois, vous allez être coupé, etc. Donc il y a ce côté anxiogène, ils le reçoivent parce qu'en plus on leur dit, sur les réseaux sociaux, quand on regarde et qu'on parle de l'arrêt du RTC, souvent on parle de l'arrêt, mais on ne parle pas de comment on peut gérer l'arrêt ou ce que ça va être fait. Donc là je reviens encore sur cette notion d'accompagnement. Donc pour moi la clé vraiment c'est effectivement d'accompagner, d'avoir les solutions technologiques nécessaires. Donc c'est là où des acteurs comme Adistora, comme Destiny ou autres nous aident, nous en tant qu'opérateurs de services numériques, à répondre à tous ces enjeux-là. Mais il y a un vrai enjeu, d'information, de déploiement et d'assistance dans ce déploiement, et puis 3, effectivement, comme tu l'as très bien dit là justement, c'est que si on ne fait pas de valeur ajoutée, si on propose que finalement un changement de lien, on ne va pas gagner notre vie. Il va falloir montrer qu'il y a d'autres services, et surtout quel service ça va rendre à notre client. Et c'est surtout ça l'important, c'est quel service on va pouvoir leur rendre, comment on va pouvoir les faire mieux travailler, comment eux-mêmes vont pouvoir mieux répondre à leurs propres clients en utilisant des nouvelles technologies, que ce soit de la communication unifiée, de l'intelligence artificielle, des CRM, etc. C'est tout ça où on a un vrai rôle à jouer pour montrer finalement la voie de l'accompagnement au numérique. L'usage. Frédéric, un peu sous forme de conclusion, en fait, c'est pas la patience qu'il faut apprendre, parce que tout se fait pas en 5 minutes, surtout dans un contexte de migration fibre. C'est clair qu'il faut, tout le monde doit être patient, mais tout le monde doit aussi être actif. On a encore du temps, on est en 2023, la cible finale c'est 2030, mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être exponentiel dans le temps, donc
on a du temps, on peut être patient, mais il faut quand même réussir à enclencher une évolution vertueuse auprès de tous nos clients. Donc, je ne sais pas si le mot patience, à la limite, est le meilleur terme, je dirais surtout qu'on a du temps. Et pour conclure, on a parlé de sécurisation tout à l'heure, je partage totalement, on a parlé de GTR, je partage totalement, c'est important. Mais l'idéal, et ça on a tendance à l'oublier, et je pense au STTH, l'idéal c'est quand même quand la fibre elle ne tombe pas, et là-dessus j'en parle parce que je sais très bien quand on regarde les articles de presse où est la meilleure fibre et la plus fiable. Donc regardez également ce paramètre, parce que l'idéal pour vous tous, pour gagner du temps, c'est que la fibre ne tombe pas. Merci à tous les quatre, merci pour le temps passé avec la préparation, merci pour votre présence.